Vous écoutez le libre journal des débats créé par Benjamin Blanchard et dirigé par Charles de Meyer. Émission préenregistrée le 13 mars 2020. Elle est diffusée pour la première fois sur Radio Courtoisie mercredi 18 mars 2020 de 21h30 à 23h et réalisée par Jean-Édouard. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Bonsoir amis auditeurs de Radio Courtoisie, ravi de vous retrouver pour ce libre journal des débats qui a été préenregistré et où j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir notre présidente Dominique Paoli. Bonsoir Dominique. Bonsoir Charles. Alors nous allons parler d'une de vos grandes passions puisque c'est la famille d'Orléans qui nous retiendra notre attention ce soir. Grâce à Thibaut Gandoli. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous publiez Philippe d'Orléans, comte de Paris, 1838-1894 chez Via Romana et vous avez la chance et l'honneur d'avoir une préface de Monseigneur le Prince Jean de France. Et je crois que c'est important d'y consacrer une émission. Je crois que Jacques Trébollet de Villers vous a déjà reçu à cette antenne et c'est une grande joie que vous nous offrez avec cette biographie Thibaut Gandoli parce que on connaissait le nom de Philippe d'Orléans mais peut-être pas sa vie entière et c'est important que vous nous permettiez d'y avoir un éclairage. Alors comme il est de coutume dans ce libre journal des débats, quand j'ai la chance régulière de recevoir des historiens, j'ai la curiosité de savoir comment au temps de l'épisodique, au temps de la télévision planétaire, satellisée, des réseaux sociaux, votre âme d'historien est née, Thibaut. C'est un peu de famille. J'ai un goût. J'avais toujours eu un goût pour l'histoire, les cours d'histoire, géographie au collège et lycée, et donc après le bac, j'ai fait un bac scientifique. Je suis réorienté vers des études d'histoire et j'ai gardé un goût particulier pour la recherche historique, le contact des archives. Lorsque je faisais mon master recherche, j'avais envie de continuer à fouiller les archives, les vieux papiers. Je trouvais ça extrêmement vivant, paradoxalement, d'être face à des papiers datant de parfois plusieurs siècles. Alors comment avez-vous travaillé justement pour cet ouvrage ? Essentiellement sur des archives, alors des mémoires d'époque, des souvenirs et les archives nationales qui disposent des archives de la famille d'Orléans, dont de nombreuses lettres du comte de Paris, de ses correspondants, et de nombreux autres fonds contenant des lettres du comte de Paris, ainsi que les fonds des renseignements généraux avec des notes de police. Et puis je suis allé également aux archives de la préfecture de police, où il y a des notes de police sur de nombreuses personnalités royalistes qui ont fréquenté le comte de Paris, et par ce biais-là, on trouve d'autres renseignements. Un grand merci. Dominique, quant à vous, d'où vous est venue la passion de l'histoire ? Ah, écoutez, il y a eu un coup de foudre sur le forum à Rome. Oui, j'avais 11 ans, donc ça ne remonte pas à hier. Et quand mon père m'a emmené un été à la sortie de ma 6e, après l'année de l'Antiquité, bien entendu, et nous sommes allés sur le forum ensemble à Rome, et nous avons eu le miracle, si vous voulez, de la reconstitution de ce qui se passait donc sous l'Antiquité. On était là et on revivait les choses. Et donc ça a été. Je me suis rendu compte à ce moment-là que l'histoire, c'était, comme le disait Monsieur Gandoli, pas du tout quelque chose de mort, mais au contraire de quelque chose de très très vivant et que il fallait la faire revivre. Donc voilà, ça c'est le début de mon coup de foudre avec l'histoire. Alors, c'est évidemment particulièrement mal à propos de demander ça à un auteur, mais vous avez beaucoup écrit sur la famille des Orléans. Un jeune auditeur qui voudrait commencer à entrer dans votre travail sur ces questions, quel serait l'ouvrage que vous lui recommanderiez ? Je lui recommanderais plutôt, vous voulez dire un ouvrage en général ou les miens ? Plutôt les vôtres, Dominique. Plutôt les miens. Alors, je dirais Fortunes et infortunes des princes d'Orléans, parce qu'au fond, c'est ce qui découle de ma découverte des Orléans, que j'ai faite à travers la biographie de la duchesse d'Alençon.
car quand je me suis intéressée à la duchesse d'Alençon, donc sœur de l'impératrice Élisabeth, j'ai découvert que les sources que l'on possédait, c'était celles qui étaient justement dans les fonds Orléans, ou à Belgique, à Bruxelles, ou à Paris. Et donc, je me suis dit que là, il y avait une découverte à faire, et j'ai été complètement, si vous voulez, séduite par la chaleur, par l'affection de famille des Orléans. Je me suis dit, mais c'est pas du tout comme ça qu'on voit d'habitude les Orléans. On voit Philippe Égalité, la mort de Louis XVI, etc. C'est horrible, c'est bon. Et là, au contraire, je découvre une famille pleine d'affection, pleine de comment dire, de sensibilité les uns vers les autres, pleine de fidélité aussi. Justement, ça rejoint ce que vous dites, Thibaut Gandouli, dans les liens affectifs et le fait que le duc de Chartres, le frère cadet du comte de Paris, ait toujours voué une fidélité, il a mis un honneur à toujours servir son frère comme le lui avait demandé sa mère. Et donc, je trouve que ça, vous voyez, c'est un élément. J'étais aussi tout à fait emballée quand j'ai découvert qu'un jour, après la fusion entre le comte de Paris et le comte de Chambord, donc la branche Orléans, Bourbon-Orléans cadette, la branche aînée, que lorsqu'on avait fait des propositions pour prendre le pouvoir, enfin pour avoir un poste important, peut-être d'être régent, lieutenant général, voire roi, à des membres de la famille d'Orléans, ils avaient dit non, nous avons donné notre parole au comte de Chambord. Eh bien, vous voyez, d'ailleurs, Thibaut. Ah oui, bien sûr. Oui, je l'évoque, oui. Ouais, et je me suis dit, ça, vraiment, ça prouve que ce sont des gens bien. Il y a aussi un autre geste du comte de Paris que j'ai beaucoup apprécié. C'est quand il est revenu après l'abrogation de la loi d'exil en 71. À ce moment-là, il avait besoin, enfin, il aurait dû être remboursé d'une partie de ce qui avait été, entre guillemets, volé par Napoléon III. Et à ce moment-là, il a dit, moi, je ne demanderai rien tant que les remboursements de la défaite des Français vis-à-vis des Allemands n'est pas réglé, je ne demanderai pas un sou. Voilà. Ce sont pour moi des gestes qui donnent un élément de connaissance des Orléans qui étaient passés complètement à l'as. Alors, Thibaut Gandouli, dans quelle atmosphère, dans quel régime le Philippe d'Orléans, comte de Paris, voit-il le jour ? En plein cœur de la monarchie de Juillet, à peu près d'ailleurs mi-chemin entre l'avènement de Louis-Philippe et sa chute, puisqu'il est né en 1838. Bon, il a perdu très tôt son père, quand il avait 4 ans, mort dans un accident de voiture avec les chevaux qui se sont emballés. Il faut dire un mot de cette mort. C'est une mort qui blesse quasiment pour la suite de l'ensemble du règne toute la monarchie de Juillet. C'est pas simplement la mort d'un père. Oui, c'était l'héritier du trône, et ce prince fera défaut à la famille en 1848. On aurait pu imaginer que Louis-Philippe abdique en faveur de son fils. Là, qu'en 1848, Louis-Philippe est obligé d'abdiquer en faveur de son petit-fils qui n'a même pas 10 ans. Donc, on lui reconnaissait, je crois, une très grande popularité dans le royaume de France. Oui, il était réputé libéral, donc très populaire, très intelligent. Il a fait ses preuves sur le champ de bataille, donc d'un grand courage. Et sa perte était catastrophique pour la famille et pour la monarchie de Juillet et pour la France. Quant à sa mère, elle a une petite particularité pour celle qui aurait pu être la reine de France, c'est qu'elle est protestante, je crois. Oui, c'est exact. Elle vient d'Allemagne, luthérienne, et donc c'était une intellectuelle qui aimait beaucoup l'histoire, la poésie, une véritable intellectuelle. Donc, elle a transmis un peu ses goûts à son fils, il me semble. Vu le parcours de son fils. Sa haute intelligence. Dominique Paoli, dans le prochain numéro du Bien commun, vous commettez justement un article sur ce lien de la duchesse d'Orléans et du comte de Paris. Est-ce que pour vous, c'est un élément important pour comprendre ce qui va être sa trajectoire ? Oui, parce que, bon, il est certain que
forcément, comme il n'a plus son père, et que survient, comme disait tout de suite Thibaut Gandouly, la révolution de 48, et que l'essai disons, demander que le duc de Nemours soit régent pour son petit-neveu, le comte de Paris, échoue. Et il y a toute vous racontez très bien cette immense séance à la Chambre qui est tout à fait extraordinaire et qui fait que, d'ailleurs, ça va creuser un petit peu un fossé entre la duchesse d'Orléans et ses beaux-parents, c'est-à-dire Louis-Philippe et Marie-Amélie, parce que dans ce qui continue, dans les années qui suivent cette révolution de 48, elle va avoir des partisans, tout à fait des partisans qui vont la soutenir parce qu'elle continue à vouloir faire rétablir une régence pour son fils, le comte de Paris. Elle y tient, c'est très curieux parce comme vous le disiez si bien, c'est une intellectuelle, mais c'est aussi une part de rêve chez elle. Il y a une part de rêve parce que elle a été élevée d'une façon, elle a perdu elle-même son père et sa mère très tôt. Et donc, elle est apparentée de très proche au roi de Prusse, donc Frédéric Guillaume III. Et c'est un mariage qui n'est pas du tout, au départ, du goût des Français, hein, parce que elle est luthérienne. Il y a une image que je retiens toujours dans le couple du duc et de la duchesse d'Orléans, c'est ce qui est à Dreux. On voit dans la chapelle royale de Dreux, on voit tous les tombeaux, tous les gisants, et on voit que la duchesse d'Orléans n'est pas à l'intérieur réellement de la chapelle, mais dans une espèce d'appendice. Et alors, ils se tendent la main avec le duc d'Orléans, mais malgré tout, il y a une séparation qui est intéressante. Et ça, c'est parce que, évidemment, c'est une question de religion. Au départ, le duc d'Orléans avait fait le tour des cours, le traditionnel tour des cours d'Europe catholique, pour trouver une princesse. Il s'est fait refuser partout parce que il n'était pas rentré. Il avait d'ailleurs un ennemi mais terrible en la personne de Nicolas Ier de Russie. Et il a donc la famille a bien été obligée d'accepter ce que voulait Frédéric Guillaume III. C'est lui qui a fait le mariage. C'est le fameux Guillaume Ier, l'empereur allemand. Donc, il y a quelque chose là qui a quand même montré, en même temps, la générosité de Louis-Philippe et de Marie-Amélie, parce qu'ils ont quand même accueilli leur belle-fille absolument sans qu'il y ait de différence avec les belles-filles catholiques. Hein. Ils avaient déjà un gendre protestant en la personne de Léopold Ier, le roi des Belges. Donc, ils ont quand même fait un effort en disant il faut qu'elle soit bien accueillie, et elle a été accueillie à bras ouverts. C'est le cas de le dire. Hein. C'est physiquement, hein, n'est-ce pas, Thibaut Gandouly? Oui. Le roi et la reine lui ont tordu les bras quand elle est arrivée. C'était donc. Et elle notait tous les événements de la vie de son fils, Thibaut Gandouly, de l'éducation notamment de son fils, qui doit être un bonheur pour l'historien, j'imagine. Oui, on connaît grâce aux lettres notamment de la duchesse d'Orléans. Il est décrit dès son plus jeune âge comme très réfléchi. À la différence du duc de Chartres qui lui est un polisson, c'est ça. Le duc de Chartres. Et son précepteur aussi note, tous ses professeurs, hein, quand on a quand ils donnent leur avis, hein, ils s'intéressent à tout, toujours très sérieux. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup, que l'on trouve dans une lettre de la duchesse de Chartres, c'est quand il a 5 ou 6 ans, c'est le jour de Noël, il y a ses cadeaux, il reçoit un cabinet de physique, un petit cabinet de physique, et il refuse d'aller trouver ses joujoux tant qu'il n'a pas terminé son livre. Voilà. Et j'aime beaucoup cette anecdote qui montre un peu, qui met en évidence le caractère, la personnalité du comte de Paris, hein, qui plaît beaucoup à sa mère à ce moment-là, qui garde toute sa vie. Hein. Il y a quelque chose qu'on ne mesure peut-être pas assez, c'est l'immense pression psychologique qui a dû s'exercer sur cet enfant. On connaît évidemment le ressentiment d'une partie de la noblesse française pour sa famille, la perte de son père très jeune, et puis la journée du 28 juillet 1848 qui a dû être particulièrement traumatisante. Est-ce que vous pouvez nous la décrire en quelques mots, Thibaut Gandouly ?
Eh bien, ils sont surpris par la révolution. Il a une dizaine d'années, c'est ça ? Oui, voilà, il a à peu près 10 ans, de février 1848. Bon, c'est un moment, on ne sait pas trop si vont pouvoir conserver le trône ou vont devoir, ou s'ils vont devoir s'exiler. Donc, dans la matinée, ils doivent partir précipitamment. Le duc de Chartres, qui est, donc, je rappelle, le frère du comte de Paris, est malade. Ils doivent le lever. Ils vont se réfugier à la Chambre pour se placer sous sa protection. Alors, on réclame une régence du royaume, donc confiée au duc de Nemours, donc en faveur du comte de Paris. Et bon, les événements s'emballent. Lamartine qui fait un discours dans lequel il commence à se prononcer en faveur de la Régence, le finit en faveur de la République. Il y a un tumulte qui s'instaure, qui oblige les Orléans à partir. À ce moment-là, dans cette espèce de chaos, le duc de Chartres et le comte de Paris sont séparés de leur mère. Le comte de Paris enfin, 2 hommes prennent le comte de Paris sous sa protection. Il y a un huissier, un autre dont j'ai trouvé 3-4 identités différentes sont les sources. Donc on va se contenter de dire une autre personne. Bon, c'est systématique quand une famille régnante se réfugie au Palais Bourbon. Les choses se passent de manière étrange avec des identités particulières. Mais c'est un autre pan de l'histoire de France. Ils prennent sous sa protection et ils vont l'amener à l'hôtel des Invalides où s'est réfugiée la duchesse d'Orléans. Donc, il retrouvera après son frère, le duc de Chartres, et de là ils vont partir en Belgique, oui, si je me trompe pas, et puis après en Angleterre. Il passe par l'île, oui, effectivement, et en Belgique. Et alors, je crois que Louis-Philippe, quant à lui, est en Angleterre à ce moment-là. Alors, Louis-Philippe, alors attendez, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Louis-Philippe, il n'a pas atteint l'Angleterre tout de suite. Il a fait d'étape en étape jusqu'à la Côte de Grâce. Et là, il a fallu qu'enfin il arrive à se faufiler sur un bateau qui lui a été envoyé d'ailleurs par le gouvernement britannique. Il a été protégé par le gouvernement britannique, mais la famille était complètement éclatée à ce moment-là. Ils sont arrivés en rangs séparés. Et c'est ce qui est d'ailleurs extraordinaire dans cette histoire de la Chambre, c'est que je pensais cette séance très pénible à la Chambre a été épargnée au comte de Chambord, qui lui aussi n'avait pas tout à fait 10 ans. Ils se sont trouvés absolument dans la même situation. Mais le comte de Chambord, alors, n'est pas venu parce que les parlementaires, d'après ce que j'ai pu en déduire, avaient demandé à Louis-Philippe de ne pas parler de ce que disait Charles X dans son acte d'abdication. C'était publié, on l'a publié au Moniteur. Mais il ne fallait pas poser ça. On ne voulait plus de la branche aînée. Le Parlement ne voulait plus de la branche aînée. Donc, ils se sont trouvés dans des situations similaires, à moins de 10 ans, obligés de partir. Mais le comte de Chambord, lui, n'a pas eu droit au choc du Parlement comme le comte de Paris. Mais pour en venir au comte de Paris et l'influence de sa mère sur lui, a été très importante. Alors, vous expliquiez comment elle notait tout ce qu'il faisait. Elle s'occupait évidemment. Elle veillait énormément sur lui, d'autant plus qu'elle considérait qu'il avait toujours ses chances de monter sur le trône. Donc, elle a essayé de l'élever, en fin de compte, en accord avec ses précepteurs et avec Louis-Philippe d'ailleurs, parce que le précepteur a été choisi en accord, Régnier. Elle a essayé de le former à une vision politique et intellectuelle, etc. Et puis il y avait aussi l'héritage de son père qui était un grand mécène de l'art, dans le domaine de l'art. Mais surtout, on peut imaginer que la rigueur luthérienne, je dirais, a eu une certaine influence sur le comte de Paris, parce que lui, il avait 4 ans quand son père est mort, donc il est passé très rapidement sous la surveillance, si je puis dire, de sa mère. Mais vous remarquerez que le duc de Chartres, qui venait tout juste de naître à la mort de son père, lui n'a pas vécu tout ce poids. Donc il a eu un tempérament beaucoup plus expansif, expansif, etc. Et vous savez, on peut comprendre ça. Il y a d'autres membres de la famille de France
aujourd'hui, dans la même situation, avoir un poids tel sur les épaules, c'est énorme. Donc, lui, il en a, entre l'influence de sa mère, le fait que sa mère était luthérienne, donc une femme de rigueur quand même, en principe, hein, et c'était le cas, tout ça faisait que on comprend que c'était un homme tourné vers l'étude, un homme de dossier, je dirais. Mais qui est quand même essayé de se battre, hein, aussi. Alors évidemment, ce poids va se trouver encore alourdi en août 1850, je crois, puisque Louis-Philippe va disparaître quelques jours après avoir assisté à la première communion en public de son petit-fils. Oui, c'est exact. Et donc Louis-Philippe, vers la fin de sa vie, aussi, il faut noter qu'il se prononce en faveur de la fusion. Il dit mon petit-fils ne pourra pas régner dans les mêmes conditions que moi. Il ne peut être que le successeur du comte de Chambord, donc son cousin, qui alors n'a pas d'enfant. Oui, Louis-Philippe avait assisté donc à la communion. On a un compte rendu à travers une lettre de la duchesse de Chartres qui décrit cette cérémonie comme étant très belle. Et vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal des débats dirigé ce soir par Charles de Meyer. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Thibaut Gandouli qui publie un immanquable Philippe d'Orléans, comte de Paris, avec une préface du prince Jean de France aux éditions Via Romana, et Dominique Paoli qui, entre autres qualités, s'est évidemment beaucoup penché sur la famille Orléans. Dans ces années-là, il y a aussi une grande injustice qui va être faite à l'ensemble de la famille par Napoléon III. Et ça va être l'expropriation quasiment de l'ensemble des biens. Est-ce que, puisque ça va avoir un rôle important pour la suite de cette émission, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il s'est passé? Pourquoi est-ce que les Orléans ont été spoliés de leurs biens? Napoléon III avait une dent contre les Orléans, et après ça sera réciproque, vu que une dent qui n'était pour le coup pas tempérée par son épouse. Il a tenté deux coups d'État contre le régime de Louis-Philippe en 1836, en 1840. Il a été condamné à la prison à perpétuité. Bon, il y a des écrits où fustige ce gouvernement de bourgeois. Donc cette dent explique cette confiscation, et puis il justifie cette confiscation par le fait que il s'est passé la même chose contre les Bonaparte en 1816, contre la branche aînée des Bourbons en 1832. Voilà comment il justifie. Alors la reine Victoria essaie de plaider la cause des Orléans en vain. Et puis il va affecter des sommes donc résultant de cette confiscation à des œuvres de bienfaisance. Donc la famille va se battre pour récupérer ses biens. D'abord, elle proteste, elle envoie une lettre à Napoléon III. On tente un recours qui échoue. Et après la fin de l'exil en 1871, elle se bat à l'Assemblée nationale, auprès des députés, pour retrouver leurs biens. Ce qu'elle obtient en 1871, mais on ne lui restitue que ce qui n'a pas été vendu par l'État, et sans les intérêts, donc pour que cela ne coûte pas un centime à l'État, dans le cadre du paiement des 5 milliards de francs or dus à l'Allemagne. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que les Orléans, Dominique Paoli, ont réussi à conserver, après que leurs biens leur soient restitués, la partie majeure des demeures et des châteaux de familiaux? Une partie des demeures, ils ont gardé le fameux château d'Eu, entre autres, qui a servi, qui a beaucoup plu au comte de Paris, qui a joué un rôle important pour le comte de Paris. En fait, au départ, en 1830, juste avant de monter sur le trône, Louis-Philippe avait fait une donation-partage entre tous ses fils, et parce qu'il fallait dissocier les biens privés et les biens de la couronne. Donc il avait établi cette donation-partage, et néanmoins Louis-Napoléon Bonaparte n'avait pas l'intention de faire de distinguo, et lui ce qu'il voulait c'était les ruiner. Or finalement cette spoliation a permis au duc d'Aumale de s'enrichir plutôt que de s'appauvrir.
c'est assez curieux parce que d'abord il y a eu des prête-noms. Hein. Ils ont gardé toute une série de. Il y a eu des prête-noms. Et puis une chose c'est importante, c'est que ce qu'ils avaient, ces châteaux qu'ils n'avaient plus à entretenir réellement, ne leur coûtaient infiniment moins cher. En revanche, ils ont fait des placements, et des placements juteux. Et par exemple, le duc d'Aumale, on le sait, donc, qui était fort riche, puisque il avait eu un héritage important des Condé. C'est vraiment lui qui a régi la fortune de la famille, qui a fait vivre tout le monde, qui a fait vivre en partie le comte de Paris d'ailleurs. Ça a valu quelques empoignades, surtout au moment où il a fallu que le comte de Paris choisisse un nom. Et le duc d'Aumale, évidemment, pensait qu'il allait prendre Louis-Philippe II, de jure, et il a pris Philippe VII pour se référer au roi de France, etc. Et le duc d'Aumale était fou furieux, et alors que c'était lui qui le faisait, qui quand même lui permettait de vivre correctement. Donc voilà, ces histoires de... Ça n'a pas été que négatif, cette histoire de spoliation finalement. C'est une question que je vous pose que le Bien commun vous pose dans sa livraison prochaine, puisque vous participez aussi au dossier, Thibaut Gandouli. Oui. C'est une jeunesse très voyageuse, finalement, que la leur. Alors, forcée, contrainte souvent, mais tout de même, c'est une vraie expérience du monde et de l'Europe que va faire le comte de Paris. La mort de sa mère, la duchesse d'Orléans, marque une rupture. Quelques mois plus tard, effectivement, ils font des voyages. Le comte de Paris fait un court voyage au Maroc. Son frère, le duc de Chartres, entre à l'école militaire de Turin. Il participera à la guerre contre l'Autriche de l'armée piémontaise. Enfin, une partie, parce qu'il va devoir s'interrompre un moment. Il était officier des dragons piémontais. Et donc, ils vont prendre... le duc de Chartres va prendre un congé. Ils vont partir plusieurs mois en Orient, de la fin de l'année 1859 jusque vers le mois de juillet 1860. Ils commencent à traverser l'Égypte, le long du Nil. Puis il passe au Liban, visite les grandes villes, au passage le Caire, Jérusalem, Damas. Ils vont jusqu'à Palmyre, puis ils regagnent l'Europe par le biais de la Grèce, en passant par Athènes. Et le comte de Paris a laissé de beaux récits de ce voyage qui sont conservés aux archives nationales, donc qui décrit c'est un livre manuscrit d'environ 1000 pages. Il décrit donc tous ces voyages, ses impressions. Donc j'en cite quelques passages dans le livre. Et peu de temps plus tard, donc quelques mois plus tard, ils vont faire un autre grand voyage en Amérique, pour combattre dans l'armée nord-américaine dans le cadre de la guerre de sécession. Est-ce que c'est vraiment un cadeau que Joinville leur fait en leur présentant l'Amérique du Nord, la guerre de sécession, etc. Pour le comte de Paris, oui, c'est vécu comme une chance, puisqu'il exprime plusieurs fois à sa grand-mère Marie-Amélie, à un autre membre de sa famille, je crois que c'est le prince de Joinville, son désir de faire ses preuves, de montrer qu'il est digne de son nom, de sa famille. Il est en quelque sorte triste de voir que son frère a pu s'illustrer dans la campagne d'Italie, alors que lui non. Donc il veut mériter les éloges qu'on lui adresse. Et donc ils ont des facilités pour entrer dans l'armée nord-américaine grâce à leur oncle le prince de Joinville, qui a son fils de la marine de guerre nord-américaine, le duc de Penthièvre. Et ils font plusieurs mois, donc il arrive vers le mois de novembre, et il repart au milieu de l'année 1862. Il participe à plusieurs sièges ou batailles, le siège de Yorktown, les batailles de Fair Oaks et Gaines' Mill. Ils ont comme statut donc le duc de Chartres et le comte de Paris, capitaine d'état-major à l'état-major de McClellan, général américain. Et c'est l'intervention de Napoléon III au Mexique qui va gâter les choses, puisque conformément à la doctrine Monroe,
les Américains se gardaient en quelque sorte un droit de regard et d'intervention sur l'ensemble du continent américain. Ils ne toléraient pas les interventions européenne. Ça a d'ailleurs que très peu changé, on peut l'admettre. Oui. Donc il a dû partir avec son frère et le prince de Joinville. Le prince de Joinville, lui, n'a pas participé. Enfin, il a suivi ses neveux, mais il n'est pas rentré dans l'armée nord-américaine. Il avait un statut de simple observateur. Alors des voyages, une vraie formation de la jeunesse, en fait, c'est sans doute quelque chose qui leur plairait peu à entendre, Dominique Pauly, mais ils font beaucoup penser aux Bonaparte, je trouve, dans leur mode de formation, dans leur engagement dans des armées, oui, au cours de leur jeunesse. Ça, c'est un peu le sort de tous les princes de l'époque. En fait, c'est une règle d'or, je dirais, et puis même c'est un désir des princes. Les princes veulent se battre, tous en qu'ils sont. On parlait du duc d'Orléans, du jeune duc d'Orléans, prince royal, lui aussi, effectivement, comme le disait Thibaut Gandouli, il a voulu faire ses preuves, il a fait ses preuves. Et pratiquement tous les fils de Louis-Philippe ont voulu faire leurs preuves. Et puis Louis-Philippe les avait faites, ses preuves. Et puis il avait essayé de les faire pendant l'exil, en Espagne, ailleurs. Non, c'était vraiment un élément constitutif d'un prince. À l'époque, de toute façon, à l'époque, il y avait une fameuse expression qui disait « je veux en découdre ». Voilà, ça résume le propos. Chez les princes, c'était « je veux beaucoup en découdre ». Et donc, mais dans les histoires des voyages, je pense à une chose, c'est que à toute cette période que vous évoquiez le départ de la duchesse d'Orléans et de ses fils vers l'île et vers la Belgique et puis vers l'Allemagne, c'est que pendant quelques années, ils ont vécu, donc la duchesse d'Orléans et ses deux fils ont vécu entre Eisenach et l'Angleterre. Donc ils ont été là déjà. C'est aussi pour ça que on peut imaginer que dans cette période d'Eisenach, la duchesse d'Orléans ait eu une influence importante sur son fils, enfin sur ses fils d'ailleurs. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal des débats dirigé ce soir par Charles de Meyer. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Thibaut Gandouli et Dominique Pauly. Thibaut Gandouli qui publie un immanquable, Philippe d'Orléans, comte de Paris, avec une préface du prince Jean de France aux éditions Via Romana. Alors ils rentrent d'Amérique du Nord et là malheureusement, ou heureusement pour la suite de leur vie, la famille s'en mêle et il s'agit pour eux de se marier. Oui. Alors là, ils sont en Angleterre. D'ailleurs, à partir de la mort de la duchesse d'Orléans, ils passent la majeure partie de leur temps en Angleterre. Faut noter aussi que avant de passer donc aux nécessités du mariage. Ah oui, le mariage. Avant de passer au mariage, que le comte de Paris fait des voyages en Angleterre. Il s'intéresse aux questions sociales. Il va voir les ouvriers Manchester dans le cadre de la crise du coton. Il va publier, je crois d'ailleurs. Oui, il va publier un ouvrage sur le sujet. Il va publier plusieurs ouvrages plusieurs travaux sur les ouvriers. La crise du coton, le coton nord-américain ne parvient plus en Angleterre à cause de la guerre de sécession, donc les ouvriers des filatures anglaises sont au chômage et il étudie leurs conditions de vie. Il y rencontre à cette occasion Jules Simon, le républicain, et il vient après la question du mariage et dans la famille on se marie beaucoup entre cousins, dans le cas de la famille. La reine Marie-Amélie incite ce type de mariage, mais néanmoins il a un réel penchant en faveur de sa cousine donc Isabelle d'Orléans, qui est fille du duc de Montpensier. Oui, du duc de Montpensier, d'une sœur de la reine d'Espagne. Oui, de Louise Fernande de Bourbon, qui est elle-même fille de Ferdinand VII. Oui, c'est ça. Mais ce sont les filles, c'est la sœur d'Isabelle II, la sœur cadette d'Isabelle II. Et donc il a un réel penchant pour sa cousine. Il écrit une longue lettre à sa reine Marie-Amélie, que je cite, où il fait part de sa joie d'avoir l'accord de son oncle et puis de sa cousine. Et donc ils auront une première fille, Amélie, l'aînée, et qui sera après bien plus tard reine de Portugal. Puis en exil toujours avant leur retour en France, Philippe, donc qui sera le futur Philippe VIII.
Quant au duc de Chartres, Dominique Paoli. Oui, alors le duc de Chartres, il va aussi épouser sa cousine Germaine, puisqu'il va épouser la fille de Joinville, hein, Françoise. Est-ce qu'on peut dire qu'ils auront été heureux en ménage? On ne va pas s'apesantir dessus pendant l'émission. Est-ce que ça a été un élément important de leur vie? Bon, alors, prenons le ménage du comte de Paris. Je pense que Isabelle Montpensier avait quand même un certain respect pour son mari et le laissait tranquille quand il travaillait dans son cabinet de travail, bien entendu. Et donc, je pense que là, elle le respectait suffisamment pour ça. En revanche, elle passait ses humeurs sur ses enfants, et en particulier sur Amélie, donc, que vous venez d'évoquer, Thibaut Gandouli. Là, ça a été affreux. Hein. Amélie, la princesse Amélie a gardé un souvenir catastrophique de l'éducation de sa mère. Donc oui, alors pour ce ménage-là, je pense que c'est un ménage qui s'est bien entendu, parce que je pense que malgré son caractère masculin et très affirmé, Isabelle Montpensier était suffisamment respectueuse de son mari. Alors pour le couple Chartres-Françoise de Joinville, là c'est tout autre chose, parce que alors le duc de Chartres, c'est l'amant parfait. Il a trompé sa femme à tour de bras. Il a eu des aventures, mais c'était quand même un mariage d'inclination. C'était pas du tout, c'était pas un mariage vraiment arrangé. Alors évidemment, Marie-Amélie, comme vous le disiez si bien, Marie-Amélie était ravie de voir. À l'époque, on ne se rendait pas compte du danger que c'était de faire des mariages à des cousins germains. Hein, c'était des cousins germains. Donc voilà, ça c'était important. D'ailleurs, ça s'est perpétué, puisqu'il y en a eu d'autres aux générations suivantes. Thibaut Gandouli, comment les Orléans suivent-ils la vie politique française à l'intérieur à cette période-là? Alors, en ce qui concerne le comte de Paris, il suit de près ce qui se passe en France, où il éprouve grande détestation, enfin il a presque une haine à l'égard de Napoléon III et des Bonaparte, même à l'égard des bonapartistes, ça durera longtemps. Ils leur en veulent un peu à juste raison, enfin puisqu'il est en exil de leur faute. Il leur en veut, et il correspond beaucoup avec des personnalités politiques de cette époque. Il en reçoit même, et il reçoit Clément Laurier, qui est un républicain d'extrême gauche à cette époque, qui évoluera bien plus tard du côté de la droite. Comme tous les républicains d'extrême gauche de cette époque. Pas tous quand même. Et puis Gambetta, il y a un récit croustillant de la rencontre avec Gambetta. Alors il lui demande de calmer ses ardeurs, de pas effrayer la bonne bourgeoisie, les gens plutôt d'ordre, et de ne pas jeter, comme au temps de la Révolution, la tête de Louis XVI à la face de l'Europe. Et Gambetta lui répond jeter la tête de Louis XVI, mais je connais plus les mots exacts, mais vous êtes à l'aise avec ça, bon, oui, dans la famille. Et d'autres, Alexandre Ribot aussi, le futur ministre, qui a échangé quelques lettres avec lui. Et je pense que ces rencontres ne sont pas étrangères à l'hostilité qu'avait Alexandre Ribot à l'égard des lois d'exil. Dans les mémoires de Républicains, bien plus tard, des années 1880, on parle de l'opposition d'Alexandre Ribot à ces lois d'exil, et peut-être que les souvenirs de jeunesse sont probablement joués. Il garde après une certaine estime, visiblement, pour le comte de Paris. Donc il commente la situation en France, il voit la montée du mécontentement, il recommande une alliance avec les libéraux, une large alliance. Donc c'est ce qui se fait un peu avec cette époque, ce qui s'appelle le tiers parti, qui regroupe des républicains libéraux, des royalistes libéraux, donc contre le gouvernement autoritaire de l'Empire. Dominique Paoli, la montée vers la dépêche d'Ems et 1870, comment est-elle analysée par la famille Orléans? La famille d'Orléans, elle pense que Napoléon III, elle a tendance à penser que Napoléon III n'a pas de grand sens politique, et qu'il est facile à rouler. Parce que quand même, là, il s'est fait, il n'y a pas d'autre expression, pardonnez-moi, elle est très inélégante, rouler dans la farine par Bismarck. C'était presque fini tout ça.
le frère de Léopold II, le comte de Flandre, sur la demande de son frère Léopold II, le roi des Belges, était intervenu auprès les parents de Léopold de Sigmaringen Hohenzollern-Sigmaringen pour retirer la candidature, la fameuse candidature au trône d'Espagne. Et bon, cette influence familiale a marché, et donc tout était pratiquement rentré dans l'ordre quand Bismarck a eu l'idée de truquer la dépêche d'Ems, et ça c'est reparti. Et la guerre de 70 n'aurait pas dû normalement avoir lieu d'autant. Enfin, Bismarck, lui, il l'a souhaité pour rétablir l'unité allemande, parce que c'était s'asseoir sur la France pour ça. Bon, c'est ce que ça a donné dans la Galerie des Glaces en janvier 71. Et puis également, c'était une manière pour Bismarck de montrer que l'Allemagne était vraiment la grande puissance qui, en faisant son unité, allait vraiment s'imposer à l'Europe. Et puis par ailleurs, en France, on était très partisans on demandait la guerre contre les Allemands. Donc il n'y avait pas si vous voulez, contre la Prusse à l'époque, et donc il n'y avait aucun doute, des deux côtés on voulait la guerre, et pourtant c'était une guerre suicidaire qui nous a valu beaucoup de problèmes, si je puis dire. Évidemment, les Orléans sont complètement patriotes au moment de l'annonce de cette guerre. Ils cherchent à s'engager. Oui, le prince de Joinville et le duc de Chartres adressent une demande au gouvernement français, au ministre Palikao, au ministère de la guerre, qui est rejeté. Palikao, qui, notons-le, est quand même un des noms les plus drôles de l'histoire de France. Oui. On le retient facilement. Oui. Allons-y. Et après la chute de l'Empire, ils réadressent une demande. Enfin, ils sont en France, leur présence indispose le gouvernement. Ils repartent, ils reviennent, et sous un faux nom, le duc de Chartres prend le pseudonyme de Robert Lefort, et le prince de Joinville, celui du colonel Lutherode, ou Luthereau, je sais pas comment on le prononce, avec un D à la fin. Oui. Et ils combattent donc dans les rangs français. Le comte de Paris, lors du siège de Paris par les Allemands, adresse une demande pour pouvoir défendre la capitale, demande qui est repoussée. Donc il confie son chagrin à certains correspondants qui sont proches. Il regrette de ne pas pouvoir s'engager. Et on voit aussi à travers les correspondances que ce sont des demandes qui sont désintéressées, quand même. Et bon, jusqu'au bout, il suit les événements, il suit la guerre de près. Jusqu'au bout, il semble croire à une possible victoire française. Une semaine ou 1 ou 2 semaines avant l'armistice, il dit que l'armée de la Loire, il y a des espoirs à fonder sur l'armée de la Loire, ce sont des jeunes gens qui sont peu expérimentés, mais qui apprennent à se battre, et ils pensent que ça va évoluer comme en Amérique. Il fait référence à ce qu'il a vu donc durant la guerre de sécession, l'armée de McClellan. Et bon, finalement, Paris ne tient pas. La demande d'armistice est faite, et voilà. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a quand même une très belle action de la famille d'Orléans pendant toute cette période. Contrairement, ça vient un peu en contradiction avec toute une historiographie. Je regardais les émissions d'Henri Guillemin. Quand on l'entend parler de Bazaine, etc., c'est une sorte de complot bourgeois de toute l'élite française contre la nation. Les Orléans ne sont pas du tout dans cette démarche-là, Dominique Paoli. Non, ils veulent absolument. Alors là, on retombe. Ils veulent absolument se battre. En fait, ils sont encore sous le coup de la loi d'exil quand ils viennent en France. Donc ils font, comme fera plus tard le duc d'Orléans, le fils du comte de Paris, ils bravent l'interdiction, ils bravent la loi d'exil pour servir la France. Ça vous avez prononcé le mot de patriotes, ce sont de grands patriotes. Et ils ont toujours fait remarquer que eux, chaque fois qu'ils ont pu, ont vécu en France. Ça, c'est une pierre dans le jardin du comte de Chambord, qui, par ailleurs, lui aussi s'intéressait beaucoup aux pauvres et aux ouvriers. Ils étaient tout à fait sur la même longueur d'onde avec
avec entre le comte de Chambord et le comte de Paris. D'ailleurs, que quand ils se sont vus au moment de la fusion en 73, au mois d'août 73, on sentait qu'ils étaient vraiment, il y a une certaine fraternité qui s'était installée entre eux. Alors les élections du 8 février 71 ont donné une chambre intéressante. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Thibault Gandouli ? Oui, alors les élections se font sur le thème de la guerre en partie. Hein. Les monarchistes se prononcent pour la paix, les républicains sont beaucoup plus divisés sur la question. Certains veulent la poursuite de la guerre, donc les Français votent pour ceux qui veulent la paix, les royalistes. On a une chambre avec une majorité écrasante donc de monarchistes. Les républicains sont à 200 ou 300, alors qu'il y a près de 400 monarchistes, un peu plus d'orléanistes que de légitimistes. Donc avec cette chambre, on peut restaurer la monarchie. Par contre, l'opinion publique change rapidement de bord puisque les élections partielles qui suivent sont catastrophiques. Faut expliquer pourquoi il y a ces élections partielles, c'est qu'à cette époque, on peut se présenter dans plusieurs circonscriptions à la fois, et donc quand on est élu dans plusieurs circonscriptions, il faut en choisir une qu'on va représenter. Donc les autres sont libérés, il y a de nouvelles élections qui sont organisées. Et donc là, il y a une centaine de sièges qui sont libérés avec une centaine de sièges à pourvoir, 110 plutôt, et les républicains en raflent à peu près 100 sur les 110. Donc une fois que la paix est faite, les Français basculent du côté des républicains. Alors pourquoi il y a certaines personnalités politiques qui mettent ça sur le compte du comte de Chambord, qui s'est manifesté déjà en faveur du drapeau blanc. Donc, il faut déjà il y a la peur qui est agitée par les républicains du retour de la dîme, des retours de certains droits d'ancien régime. Donc voilà, c'est un certain revirement qui se fait. Dans cette période, est-ce que le comte de Paris et le comte de Chambord sont déjà en lien, déjà en conversation ? Alors la famille d'Orléans a déjà été en lien avec le comte de Chambord dans les années 1850. Il y a plusieurs rencontres qui se sont organisées, en particulier entre le duc de Nemours et le comte de Chambord pour régler les conditions d'une réconciliation qui échoue. Alors en 1871, une des conditions pour l'abrogation des lois d'exil et la restitution des biens de la famille, c'est une réconciliation entre les deux branches de la maison de France. Et le comte de Paris doit voir dans ce cadre-là son cousin, le comte de Chambord. Le problème, c'est que le manifeste du comte de Chambord en faveur du drapeau blanc ajourne cette visite. Elle aurait dû avoir lieu, cette visite, initialement en 1871, donc elle n'a pas lieu. Le comte de Paris veut éviter d'être associé à ces histoires. Donc finalement, ça sera que 2 ans plus tard, en 1873, que le comte de Paris se rendra à Frosdorf, voir son cousin. Une maison que le comte de Chambord a achetée de ses propres biens, d'ailleurs. Oui, c'est là qu'il vit, en Autriche, en dehors de la France. Pour rester un petit peu sur ce moment, est-ce qu'on sait déjà donc vous l'avez sous-entendu largement, Thibault Gandouli, en disant qu'il ne voulait pas s'associer au manifeste sur le drapeau blanc. Est-ce qu'on sait un petit peu ce que pense le comte de Paris de ce qui ressemble quand même de beaucoup de la part du comte de Chambord à une première erreur politique qui interdit le rétablissement de la monarchie, Dominique Paoli? Oui, moi je crois que le comte de Paris, il est partagé entre la parole qu'il a donnée, donc il ne fera rien contre. Mais son analyse personnelle, ça c'est un autre problème. Je pense que l'histoire du drapeau blanc, vous savez, moi je crois que on a dit que ce manifeste voulait signifier que le comte de Chambord ne voulait pas monter sur le trône. Moi je crois qu'il voulait tout à fait monter sur le trône. Mais quel trône ? Et quand il est venu à l'automne 73 à Versailles, au moment où se décidait la longueur du mandat présidentiel, il avait l'idée de se faire proclamer roi par l'Assemblée. Il comptait voir MacMahon, qui a refusé de le voir. Quand arrivé devant MacMahon, qui le désignerait roi, c'est ça, il devait entrer au Parlement avec la Chambre, avec
en donnant le bras à MacMahon lui donnant le bras comme vous voulez. Et alors, il avait emporté son grand uniforme blanc. Et alors, il se présenterait au bras de MacMahon. Et là, tout le Parlement se serait levé et aurait crié « Vive le roi !» Et c'était un rêve. Parce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait, c'était rétablir une monarchie, la monarchie proche de celle de Charles X, parce qu'il avait été élevé par son grand-père dans cette optique. Donc, je crois qu'il avait réellement envie de régner. Maintenant, je n'ai pas habité le cerveau du comte de Chambord, donc je ne peux pas en être sûr à 100%. Mais mes déductions, c'est ça, c'est que ce qu'il fallait, c'est que ça soit sa monarchie, sa conception de la monarchie, et pas la monarchie comme ça en général. Alors que les Orléans étaient beaucoup plus pragmatiques et estimaient que rétablir la monarchie, c'était la chose importante, mais pas en trahissant leurs paroles en tout cas. Vous nous avez offert l'année dernière ou il y a 2 ans une étude sur les Cassagnac. Est-ce que déjà à ce moment-là, il y a les prémices de ce qui va être une dizaine d'années après l'Union conservatrice, ou est-ce que les oppositions sont très vives encore entre les diverses factions du parti royaliste et les bonapartistes? Les oppositions sont très vives. Là, il n'est pas du tout question encore d'union conservatrice. Napoléon III, toujours vivant. Enfin, Napoléon III décède au début janvier 1873. Donc, ouais. Mais il y a le prince impérial. Les bonapartistes, étonnamment, ont rapidement le vent en poupe. Ils rencontrent de brillants succès électoraux dès 1873, 1874. En 1874, ils remportent la moitié des élections auxquelles ils se présentent. Donc l'union conservatrice, il n'en est pas encore question, et les bonapartistes font tout pour faire échouer de toute façon la restauration avec leurs moyens, puisqu'ils ont peu de députés à ce moment-là, font tout pour faire échouer la tentative de restauration du comte de Chambord. Et Rouher, le chef du parti bonapartiste, est tout à fait heureux, pousse des cris de joie quand il voit que le comte de Chambord adresse la lettre comme quoi il refuse le trône sans le drapeau blanc à l'automne 1873. C'est en 1877 qu'on a un prémisse début d'union dans le cadre de la dissolution de la Chambre des députés républicaine prononcée par MacMahon. Et donc on espère le retour d'une chambre conservatrice, et on se partage les circonscriptions entre royalistes et bonapartistes, l'idée étant d'avoir un seul candidat conservateur face aux républicains. Et cette union va être reconduite toutes les élections suivantes. Alors il y aura des mécontents des deux côtés, des bonapartistes qui veulent surtout pas s'afficher à côté de royalistes, et de même côté de l'autre côté des royalistes qui font part de leur répugnance à l'égard des bonapartistes. Puis on a des deux côtés aussi qui sont tout à fait favorables. Par exemple, chez les royalistes, La Rochefoucauld, d'ailleurs, qui était un admirateur de Cassagnac, que j'ai vu ça en faisant les recherches sur le comte de Paris, qui admirait l'énergie de Paul de Cassagnac, le jeune député en bonapartiste en 1876, et puis Cassagnac du côté des bonapartistes, qui était qui s'est fait ardent apôtre de cette union à partir assez tôt, lui, paradoxalement, dès 1872-73, quand même, lui c'était un précurseur, et ça s'est accentué vers la fin des années 1870. Quand le prince impérial meurt en 1879, prince impérial qui était d'une grande valeur intellectuelle, doté d'un grand courage, comme il a démontré d'ailleurs lors de sa mort, il laisse un vide énorme, puisque en plus avec un problème de succession, puisque les constitutions de l'Empire désignent le prince Jérôme Napoléon comme successeur, sauf que ce prince a des idées républicaines et anticléricales. Pour la majorité des bonapartistes, ça ne passe pas. Beaucoup s'y rallient malgré tout à contre-cœur, puisque ce sont les règles de succession, on les respecte. Mais le prince impérial, qui ne supportait pas ce cousin, a désigné le prince Victor, qui était le fils du prince Jérôme, comme son successeur. Donc il y a une scission au sein du parti bonapartiste. Cassagnac croit un temps au prince Victor, il est rapidement déçu. Le prince Victor est d'une intelligence assez moyenne,
assez peu courageux. Il y a des notes de police qui sont là, avec mon pauvre Victor. Il y a des notes de police qui sont effroyables sur le prince Victor, alors qu'ils reconnaissent la valeur d'autres personnalités qui sont des ennemis politiques. Je me souviens d'une note de police qui est exagérée probablement, mais des agents de police qui décrivent le prince en compagnie de cocottes au jardin des plantes de Paris, disant qu'il pense qu'à faire la noce. Et il y a le comte de Paris lui-même a écrit dans une lettre, je crois que le prince Victor a encore moins de valeur que son père. Bon, alors écoutez cette branche là. Alors il y a le roi Jérôme, le roi de Westphalie. Il y a son fils, le prince Napoléon. Alors lui, c'est le diable incarné. C'est finalement pas du tout un monarchiste impérial, du tout. Lui, c'est un homme de gauche, hein, tout à fait. Il apparaît comme un homme de gauche. D'ailleurs, il sème la perturbation, puis comme Rouher, qui est le diable incarné, qui est le mauvais génie de Napoléon III, hein, à mon avis. Hein. Bon, mais pour le pauvre prince Victor, il est certain qu'il y a eu des rapports très durs sur lui, mais qui, je ne crois pas, aient été tous vraiment très exacts. Alors, il faut dire que le prince Victor était quelqu'un de plutôt plan-plan, c'était pas quelqu'un qui avait envie d'en découdre, lui, et il a épousé, tardivement quand il a pu, la princesse Clémentine de Belgique, qui était la plus jeune fille du roi Léopold II. Et donc, il a eu une vie rangée exemplaire, il n'y a jamais eu de problème quand il a... Bon, on a dit que quand il s'est marié, il avait une maîtresse et des enfants. On a dit. Mais tout ça n'est pas... je crois que, vous savez, les rapports de police de l'époque étaient en général assez durs, hein, en général sur les personnes qu'il traquait. Voilà. Et on va revenir à l'implication de la police dans toute cette affaire après une petite escapade musicale, puisque il faut que j'avoue que c'est Jean-Édouard qui m'a conseillé. Nous avons une petite pause musicale maintenant.
Et alors maintenant, débat important dans ce libre journal des débats justement, puisque je reçois Thibaut Gandouli qui présente Philippe d'Orléans, comte de Paris, avec une préface du Prince Jean de France aux éditions Via Romana, et Dominique Paoli, et nous en discutions. Il y a deux débats en fait. Est-ce qu'on peut dire que la fusion réussit en 1873 ? Est-ce que l'histoire a réglé cette question, oui ou non ? Oui, elle a réussi entre les deux ailes du parti royaliste. Et 10 ans plus tard, en 1883, les légitimistes se rallient dans leur écrasante majorité sans problème, en tout cas reconnaissent sans problème les droits du comte de Paris. À part, il y a juste quelques personnalités qui sont dissidentes. Alors, donc ça montre que la réconciliation était faite. Autant entre le comte de Chambord et son cousin qu'entre les orléanistes et les légitimistes. Vous citez d'ailleurs le comte de Maillet qui déclare ainsi: toute ma vie j'ai détesté les Orléans, mais depuis la soumission de monsieur le comte de Paris à monsieur le comte de Chambord, c'est une trahison que de ne pas les suivre. Oui, c'est exact, et il exprime la pensée d'un certain nombre de légitimistes. Alors comment expliquer que malgré cet acte alors soumission est peut-être un grand mot, mais de reconnaissance de la priorité du comte de Chambord, malgré les échanges dont on peut imaginer qu'ils furent intellectuels et pas simplement dynastiques, comment expliquer qu'il y a un tel échec en 1873, Thibaut Gandouli ? Un échec à rétablir la monarchie. L'échec vient après, ça tient aux idées du comte de Chambord. Bon, alors le comte de Paris lui reste en dehors de la question du drapeau. Il n'intervient pas, il n'aborde pas le sujet lorsqu'il le voit à Frosdorf. On a une lettre et un rapport du comte de Paris qui cite les sujets abordés lors de cette entrevue, qui sont tout autres. Il parle de Napoléon III, de la guerre de 1870, de l'expédition du Mexique, de l'impératrice Eugénie, de la famille aussi, le duc de Chartres. Mais il laisse en dehors, les questions politiques et notamment c'est le drapeau. Il se contente de dire que leurs deux principaux ennemis sont les radicaux et les bonapartistes. C'est le comte de Chambord qui s'obstine à vouloir le drapeau blanc. Je crois que ça cache quelque chose de plus profond. Il devait être probablement effectivement, c'était pas un prétexte. Je pense qu'il était attaché à ce drapeau, mais il voulait pas, de manière plus générale, se voir imposer de conditions par l'Assemblée. Oui. Je pense c'est un peu plus profond, même si la question du drapeau est réelle. Il voulait pas arriver comme un prisonnier de l'Assemblée. Il n'avait rien à concéder. Il devait arriver tout entier. Mon principe est tout entier, il disait dans ses manifestes. Donc, pour l'Assemblée nationale, il n'est pas question de revenir sur le drapeau tricolore. Enfin, même si on décide des compromis, il y a même un député qui propose un drapeau avec une face tricolore, une face blanche, ou alors un drapeau tricolore avec une fleur de lys. Donc lui, il n'en veut pas. Mais comme l'a dit Dominique Paoli, je pense qu'il voulait tout à fait régner, comme le montre sa tentative au mois de novembre quand il vient en catimini à Versailles, ou alors même il a préparé vers la fin de sa vie un coup d'État. En 1879, il attendait de graves troubles en France pour un éventuel coup de force. Donc il avait une réelle envie de monter sur le trône, mais à ces conditions, il était hors de question d'accepter quelques concessions que ce soit. Oui, moi, Dominique Paoli. C'est tout à fait ça. Et je pense que le drapeau blanc, c'était simplement un symbole. Le symbole de ses opinions, de sa conception de la monarchie. Voilà. C'était pas le drapeau blanc en lui-même. C'était le drapeau blanc de la monarchie de Charles X. Voilà, c'est ça. C'était ça. C'était son grand-père. Il avait une grande dévotion à son grand-père. Donc, je pense que Thibaut Gandouli a entièrement raison dans son analyse. Donc, je pense que la fusion a réussi. La preuve, c'est que les Orléans n'ont pas bougé quand on est venu les chercher, parce qu'ils avaient donné leur parole, et que, en fin de compte, le comte de Chambord, si on peut lui apporter une critique, il manquait de pragmatisme. Voilà.
il avait un côté un peu rêveur, j'allais dire, et idéaliste. Bon, on peut pas reprocher à quelqu'un d'être idéaliste, mais si Dominique, on peut. Si. Bon, en tout cas, pas lui. Je ne veux pas attaquer le comte de Chambord parce que, comme je ne veux pas attaquer Charles X, pour lequel j'ai beaucoup d'affection, c'est un roi pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Il s'est montré d'ailleurs très généreux et très affectueux avec les Orléans. Donc, Et notre ami Philippe Pichot-Bravois rappelle toujours que sans doute Charles X aurait-il pu continuer à régner s'il avait accepté de corrompre comme il pouvait le faire la Chambre à l'époque avec l'argent qui arrivait de l'Algérie. Mais bon, là on est dans ça, c'est une autre histoire. On est dans une autre histoire. On parlera un peu du Château d'Eu après, mais je crois qu'il est intéressant de rappeler, puisque c'est fait une petite partie de votre ouvrage. D'aucuns diraient que vous avez voulu créer la polémique, Thibaut Gandouly, puisque vous rappelez en 1883, selon l'accord qui a été établi entre eux, le comte de Paris devient chef de la Maison de France, et certains tout de même commencent à essayer d'y résister. Alors vous rappelez bien que c'est une infime minorité, que pour beaucoup de ceux qu'on considérait être les légitimistes, il n'y a qu'une toute petite minorité qui va créer cette opposition de ce qu'on appellera les Bourbons d'Espagne, les Blancs d'Espagne. Est-ce qu'on peut quand même tirer la genèse de la création de cette revendication des Blancs d'Espagne ? Alors, ils sont peu nombreux. Leur mouvement se constitue à l'automne 1883 autour de deux personnalités, les deux seules personnalité alors qui se rallie au Bourbon d'Espagne, Joseph Dubourg qui était un proche du comte de Chambord et Maurice d'Andigné qui était aussi un ancien conseiller du comte de Chambord. Voilà, mais malgré ils font des efforts, mais ils n'arrivent pas à recruter vraiment des adhérents. Ils ont un journal. Mais c'est tout. Ils échouent à réunir davantage de monde. Voilà, Joseph Dubourg produit des brochures pour essayer de montrer que le comte de Chambord avait des idées moins simples qu'on l'a dit. Il est difficile de... je reste un peu perplexe sur les idées du comte de Chambord, sur sa succession. Il me semble pas quand même qu'il ait des idées extrêmement claires. Ça me paraît plus... Alors quand même, quand il a revu le comte de Paris en 1883, il a embrassé. Il y a quand même de nombreuses choses qui laissent montrer que son affection envers les Orléans, le comte de Paris, c'est quand même assez solide de ce côté-là. Il y a quelques déclarations, notamment du confesseur, le père Boll du comte de Chambord, qui indique des idées plus, comment dire, plus mitigées, moins simples. D'après le père Boll, ça mérite d'être cité. Le comte de Chambord estimait que la question de la succession était troublée et qu'il attendait de monter sur le trône avant de régler cette question. Mais Dominique Paoli, est-ce que vous partagez cet avis ? Oui, non, je pense qu'effectivement, tout c'était un peu flou, cette affaire. C'est ce qui d'ailleurs a provoqué les problèmes. Hein. C'est justement quand une situation est floue, elle est porteuse de problèmes, on le sait. Et je pense que il y a eu des témoignages qui vont dans le sens où le comte de Chambord aurait dit au comte de Paris, oui, c'est vous vous laissez entendre que ce serait lui son successeur. De toute façon, les règles de la Maison de France, les règles de succession de la Maison de France le voulaient, hein. C'était comme ça, c'était dans les règles d'ailleurs. Louis XVIII en était furieux. Charles X, ayant une descendance, ça le gênait infiniment moins, puis de toute façon ça ne le gênait pas du tout. En revanche, là, on se trouvait devant un problème non réglé, parce que on ne pouvait pas prévoir que le comte de Chambord mourrait si rapidement. Voilà. Donc, au fond, le comte de Chambord n'a pas eu le temps de régler ça avant sa mort, et c'était peut-être ça. Mais je pense que c'était flou. Nous sommes d'accord pour dire que c'était flou. Je pense qu'il n'a pas eu des idées extrêmement claires, ce qui explique des choses assez contradictoires. Voilà, je suis resté assez perplexe. On peut pas être dans la tête du comte de Chambord, donc ce qu'il en pensait. Mais néanmoins, il y a quand même aussi de solides arguments en faveur des Orléans, qui viennent du comte de Chambord. Je veux dire, c'est des propos qu'il a tenus, des entretiens qu'il a donnés qu'on a portés
porté au comte de Chambord pour vérification. Peut-être qu'il a eu des hésitations, peut-être des moments de sa vie, quelque chose comme ça. Ce qui s'est produit, et ça, c'est quand même, ça a joué un rôle assez important, même très important, c'est l'attitude de la comtesse de Chambord. Parce que c'est elle qui a été une ennemie des Orléans, alors là, à un point épouvantable, au point de faire un esclandre lors des obsèques vis-à-vis du comte de Paris, lors des obsèques le comte de Paris ne se rend pas aux obsèques du comte de Chambord à cause de la volonté de la comtesse de Chambord, dit-elle, de faire primer les liens du sang sur les liens de la Maison de France. C'est bien cela ? Oui, c'est ça, oui. Oui, elle refuse que le comte de Paris mène le deuil en sa qualité de chef de la Maison de France, nouveau chef de la Maison de France. Donc il se serait retrouvé derrière le duc de Parme, son cousin espagnol. Il n'en était pas question, donc il n'a pas participé aux obsèques à Goritz. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal des débats dirigé ce soir par Charles de Meyer. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Thibaut Gandouli qui publie un immanquable, Philippe d'Orléans, comte de Paris, 1838-1894, avec une préface du prince Jean de France aux éditions Via Romana. Alors on est un petit peu obligé de brasser les sujets de fin. Un sujet important politiquement, je crois, c'est les relations de la famille d'Orléans et de Thiers. Est-ce qu'on peut en parler quelques instants ? Alors Adolphe Thiers est un ancien ministre de la monarchie de Juillet, il faut rappeler. Lorsqu'il accède à la présidence de la République, on pense qu'il est là pour restaurer la monarchie, mais très rapidement il se prononce en faveur d'une république conservatrice. Il dit il y a 3 familles pour un trône. C'est pas la République qui est le régime qui nous divise le moins. En ce qui concerne le comte de Paris, le comte Thiers désarçonne ses interlocuteurs, notamment les orléanistes. Il y a Joseph d'Aussonville, un orléaniste, qui lui prête des lettres du comte de Paris. Il les lui rend quelques jours plus tard. Le but de Joseph d'Aussonville était de montrer la valeur du comte de Paris, la justesse de ses analyses. Et il répond, c'est un rusé, un ambitieux, et celui de tous les princes de la famille dont il faudra le plus se méfier. Ce qui est un peu paradoxal, puisque à la même période, il dit du comte de Paris, à 10 pas, il a l'air d'un Allemand, à 3 poids d'un imbécile. Donc ça paraît assez contradictoire. Il a des jugements un peu à l'emporte-pièce. 20 ans auparavant, il jugeait que Louis-Napoléon, à l'époque où il était président, était un crétin. Lorsqu'il était ministre de la monarchie de Juillet, il jugeait que le train était un joujou qu'il fallait donner aux Parisiens et ne croyait pas à l'avenir de ce moyen de transport. Donc, bon, Thiers est un personnage un peu paradoxal, surtout il est assez ambitieux, très ambitieux. Il a peur il craint que le duc d'Aumale lui prenne sa place. Donc il mène avant tout sa barque. Je me souviens, alors ça vient des bonapartistes. Les bonapartistes se moquaient de son ego personnel en le surnommant président je me moi, ou pour faire référence donc à la haute estime qu'il avait de lui-même. Alors cette haute estime qu'il a de lui-même, elle va être contrebalancée par les liens politiques que le comte de Paris va bien entretenir. Dans les années 83-84, vous expliquez qu'il rencontre les meneurs du parti royaliste, Albert Demain, Monseigneur Frépel. C'est des gens avec qui il entretient une relation importante, des discussions, même si ils ne sont pas toujours raccords sur les stratégies à enclencher. Dès la mort du comte de Chambord, il y a une adresse signée de royalistes qui affirment, qui reconnaissent les droits du comte de Paris à succéder au comte de Chambord. Et dans les mois qui suivent, donc le Philippe d'Orléans fait la connaissance d'un certain nombre de personnalités légitimistes, dont Monseigneur Frépel, d'abord, qui est député, qui craint que le comte de Paris s'inscrive dans la continuation de Louis-Philippe,
Et Albert Demain, de toute façon, les légitimistes ne contestent pas dans leur écrasante majorité les droits du comte de Paris, mais ils craignent que le comte de Paris ait gardé les idées de son grand-père. Et ils sont rassurés quand ils le rencontrent. Monseigneur Frépel, à l'issue d'un entretien où il fait le tour des questions, les rapports entre l'université, l'État, la religion, dit le comte de Paris n'a finalement pas des idées si éloignées que ça du comte de Chambord. Et Albert Demain a un peu les mêmes sentiments. Il ressort satisfait de ces entrevues. Donc on a d'autres personnalités qui se rallient aussi, qui seront proches du comte de Paris, Cazeneuve de Pradines, Jacques Piou. Il aura dans son entourage des anciennes personnalités légitimistes, La Rochefoucauld avec lequel il était lié déjà auparavant, et là qui le conseilleront, qui seront des conseillers politiques proches. Alors l'année 1884 qui va suivre, c'est aussi celle de la révision constitutionnelle qui établit la forme républicaine des institutions. La forme républicaine des institutions. Cette forme républicaine des institutions, comment le comte de Paris entend-il la combattre ? Alors cette révision constitutionnelle, d'abord, faut noter qu'elle est un peu paradoxale sur un plan philosophique, puisque il y a deux sources de légitimité. De toute façon, en quelque sorte, il y a le droit divin, en tout cas ce qui vient du haut, et où il y a à la base la volonté populaire, la volonté nationale, et la République. Donc, c'est Jules Ferry qui mène cette révision constitutionnelle, inscrit dans les lois constitutionnelles que la République ne peut pas faire l'objet une révision constitutionnelle, ce qui vient de se couper, en quelque sorte, c'est se couper de la volonté nationale, qui fera rire certains conservateurs. J'aime bien la formule de Paul de Cassagnac, qui parle à plusieurs reprises de la République de droit divin, parce que si la République ne vient pas de la volonté nationale, puisque en imaginant après cette révision constitutionnelle que les Français élisent une majorité royaliste ou bonapartiste, cette majorité, malgré le suffrage universel, ne pourrait pas normalement remettre en cause les institutions républicaines. Donc certains parlent de république obligatoire, donc république de droit divin, donc comme dit Cassagnac. En fait, c'est purement symbolique, puisque une majorité pourrait aussi bien revenir sur ces lois constitutionnelles, une majorité conservatrice, revenir sur ces lois, donc ce que prône le comte de Paris, qui dit que cette révision constitutionnelle ne donnera pas un jour de plus ou un jour de moins à la République, qu'elle s'apparente au plébiscite de 1870, qui, malgré l'écrasant succès qu'il donne à Napoléon III, ne permet pas la survie de l'Empire au-delà de quelques semaines. C'est dans ces conditions-là que se préparent les élections législatives de 1885, et ça, il faut dire un mot. Alors, pourquoi sont-elles importantes et comment se prépare l'Union des conservateurs ? Oui. Alors, faut repartir de 1876-77. Ces deux élections, on pourra arrondir les chiffres. On a à peu près 200 conservateurs sur 550 députés à la Chambre. En 1881, c'est un désastre. Les conservateurs tombent à moins de 100 députés. Donc, qu'on peut attribuer notamment à la personnalité du comte de Chambord. Enfin, il y a plusieurs raisons. Le comte de Chambord qui avait refusé de monter sur le trône, les Français s'en souviennent, donc voter royaliste, à quoi bon. Le prince impérial est mort peu de temps auparavant, les bonapartistes sont désemparés. On observe une très forte abstention qui est l'abstention des électeurs de droite. Donc une catastrophe en 1881. Et 1885, c'est le comte de Paris qui mène lui-même les élections en secret, puisque il a très peur de l'exil. Il ça a toujours beaucoup marqué le parti royaliste. Et cette peur de l'exil va souvent contrarier les visées de campagne électorale du parti royaliste. Oui, il aura la peur de l'exil,
après 1871, il exprime son désir surtout de ne rien faire qui puisse le conduire à nouveau à l'étranger. Alors il aurait par exemple rédigé le manifeste de la droite, rassemblant aussi bien les royalistes que les bonapartistes, mais il aurait été signé par les députés de droite, d'après la marquise de Breteuil, parce que sinon elle explique qu'il aurait été conduit à quitter la France dans les 24 heures. Il se pose en chef de parti en conseillant les candidats, en incitant les royalistes modérés à se présenter, en cherchant à écarter les royalistes ardents qui pourraient effrayer les Français. Il tend la main aux bonapartistes solutionnistes, et ce sont ceux qui sont prêts à accepter une monarchie. Il tend la main de la même façon aux républicains centre-gauche, des anciens orléanistes ralliés à la République, ou alors des républicains assez tièdes, qui ne seraient pas si dérangés que ça à l'idée de voir une monarchie revenir en France, voilà, dans le but de capter le maximum de suffrages. Donc il est très pragmatique à ce niveau-là, et ces élections sont un relatif succès, puisque les conservateurs obtiennent plus de 40% des voix, avec une géographie électorale qui est très particulière, puisque c'est toute la bande ouest de la France et le sud-ouest qui sont très majoritairement conservateurs. Ça va du nord industriel à la Bretagne, en passant par la Manche, la Normandie, les Charentes, et puis ça descend sur le sud-ouest. Dans l'est de la France, on a quelques endroits où il y a des bons résultats, mais quasiment tous les députés viennent de la façade littorale. Je pense que j'ai pas trouvé à l'heure actuelle d'explication satisfaisante d'ailleurs à ce phénomène, cette concentration le long du littoral, parce qu'on trouve aussi bien le sud-ouest rural que le nord industriel. Donc ça ne tient pas tout à fait aux conditions économiques. Et voilà, et puis on aura à peu près le même résultat en 1889. Un problème pour les conservateurs à cette époque, c'est que le gouvernement, en particulier en 1889, pratique en quelque sorte la candidature officielle. Il faut rappeler que sous le Second Empire, mais là le gouvernement l'assume, fait placarder des affiches blanches en faveur des candidats du gouvernement. Tous les fonctionnaires sont mis au service du candidat bonapartiste, et les administrations. C'est un peu la même chose sous la République, sauf que ce n'est pas assumé par le gouvernement, qui assure que la liberté électorale est complète. Alors que j'ai retrouvé un télégramme du ministre, dans des recherches récentes, du ministre de l'Intérieur en 1885 entre les deux tours, où il demande au préfet de démentir toutes les fausses rumeurs, de contrecarrer les manœuvres des partis de droite. Un télégramme chiffré, donc envoyé au préfet dans les différents départements. Il y avait un second tour contre les conservateurs. Donc les instituteurs sillonnent les villages pour distribuer des bulletins, des tracts, le garde champêtre, tous les fonctionnaires, et avec des menaces. On va voir les débiteurs de tabac. On leur dit si le conservateur obtient la majorité des voix dans votre commune, on vous ferme, on vous mute. C'est fini pour vous. Oui, c'est fini. Et on colporte évidemment les fausses rumeurs. Alors systématiquement, la tactique des républicains, c'est de dire que si une monarchie revient en France, ça va être la guerre, soit avec l'Italie, puisqu'il y a une querelle entre le pape et le roi d'Italie à propos du pouvoir temporel du souverain pontife, ou alors avec l'Allemagne. Et puis on agite aussi la question des droits féodaux, de la dîme, pour effrayer les Français. Les Français aussi, un problème, c'est qu'ils ont assez de l'instabilité politique. Ça se voit dans les rapports de préfets. Ils ont vu une succession de régimes depuis la République, depuis la Révolution française, depuis un siècle. On est passé par plusieurs monarchies, 2 empires, plusieurs républiques. Ils en ont assez. Des personnalités, d'ailleurs, le disent, aux prétendants, que ça soit aussi bien auprès des Bonaparte que du comte de Chambord ou du comte de Paris.
Donc il y a un réflexe, un vote en faveur du régime en place. Ce qui fait que si la monarchie avait été rétablie en 1873, on peut penser qu'une partie des Français aussi auraient voté en faveur du régime en place. Donc dans ces conditions-là, quand même, plus de 40% des voix, c'est très bien. Et certains conservateurs ne croyaient pas d'ailleurs au retour de la monarchie de manière légale, conseiller au comte de Paris le coup d'État, ce qu'il refusera toujours de faire, même d'envisager. Alors il nous reste 1 minute, Thibaut Gandouli. En 86, la loi d'exil vient le frapper. Comment est-ce qu'il va vivre cette loi d'exil? Est-ce qu'il le juge être une grande injustice? Oui, il faut alors 2 mots juste sur les conditions. C'est à l'occasion du mariage de sa fille, la princesse Amélie, avec le prince héritier du Portugal. On donne une grande fête à Paris où il y a toutes les grandes personnalités, des artistes, écrivains, hommes d'affaires, banquiers, des hommes politiques, et on reçoit des diplomates étrangers. Et c'est vécu comme un affront par la République. Donc une nouvelle demande de loi d'exil, puisqu'on avait déjà eu, est posée à la Chambre des députés, soutenu par le président du Conseil, Freycinet, et donc alors qu'ils sont en exil, alors qu'ils sont en voyage au Portugal pour le mariage de leur fille, la loi d'exil est votée et ils devront partir quelques semaines plus tard. Ça va être très douloureux pour le comte de Paris, qui d'ailleurs va garder le drapeau qui flottait au mât du navire qu'il a emmené en Angleterre. Il cherchera à revenir en France à plusieurs reprises à travers des négociations qui échoueront toutes. Enfin, ce sont ses conseillers ou ses proches qui négocieront avec les Républicains, mais ce sera un échec. Il y a plein d'autres choses à découvrir, notamment avec le boulangisme dans votre livre, Thibaut Gandouli, mais je vous invite, amis auditeurs de Radio Courtoisie, à vous le procurer. Philippe d'Orléans, comte de Paris, Thibaut Gandouli, avec une préface du prince Jean de France aux éditions Via Romana. À très vite.